je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'œil gourmand, un numéro spécial fête. Comme vous pouvez le constater, on est dans le sapin de Noël sur les quais de Bordeaux. Alors qui dit numéro spécial fête dit évidemment bûche de Noël, mais nous allons aussi parler de l'art de recevoir dans un super restaurant gastronomique de Bordeaux. Et nous allons vous proposer une recette insolite à base d'huîtres et de chocolat. Laboratoire de la pâtisserie Saint-Nicolas avec Cyril Saint-Nicolas, donc chef pâtissier installé à Bordeaux depuis 2001. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors vous allez nous présenter une recette complètement insolite que vous avez créée il y a peu de temps, je crois. Tout à fait, il y a 1 an et demi. Ok. Exactement. Dites-nous tout. Alors, il s'agit du criblé. C'est un cannelé. Donc vous pouvez voir, le petit cannelé bordelais. Je l'ai évidé et je me sers en fait donc de la coque, donc du croquant de la coque pour faire une verrine. Et je monte un entremets à l'intérieur. Donc je le diversifie en fait sur différentes textures, différents parfums ou différents coulis et différents toppings. Voilà. Comment vous est venue cette idée un petit peu folle, farfelue, de créer ce cannelé? L'année dernière, j'ai sorti un bouquin avec les 7 entremetteurs. C'est celui qu'on voit là-bas? Exactement. C'est celui-ci. On avait en fait 7 thématiques, dont revisiter dans le cannelé de Bordeaux. Chacun a réinterprété un petit peu le gâteau. Et puis voilà. Et puis moi, si vous voulez, le jour où le photographe est arrivé pour prendre des photos, j'étais un petit peu en retard. Alors, je vais quand même dire la vérité, hein. J'étais un petit peu à la bourre. Et c'est-à-dire que j'ai chopé pas mal de petites choses, parce qu'on est en production constante dans le laboratoire. Donc il y avait pas mal de petites choses qui étaient en préparation et je me suis dit, écoute, ça va être sympa, ça va être sympa, allez on prend ça. Et au final j'ai sorti donc le premier criblé, on l'a présenté l'année dernière à Noël. On s'est dit, bon allez, on va voir un petit peu ce que donne ce gâteau, vu que c'est le cannelé, un petit peu revisité, est-ce qu'ils vont mal le prendre, bien le prendre, on ne savait pas trop au début. Hein. On s'est dit, on touche quand même à l'institution en fait bordelaise, donc gastronomique sucré, le cannelé quoi. Ouais. Donc on s'est dit, bon, on va l'essayer. Et ça a marché. Je l'ai incliné en fait de différentes façons et l'année dernière on en a vendu presque autant que les bûches. Ah oui quand même. Ah ouais. Donc ça a été un succès donc foudroyant dès le début. On part d'une base donc de cannelé. Hein, on va en faire un cannelé bien croustillant. Exactement. Alors le mieux en fait c'est de les faire cuire et 1h30 après de commencer à le couper. La coque est très croustillante. Voilà. Et ensuite, on les vide, ce cannelé. On garde quand même une petite opercule qui est au fond, qui va nous servir en fait donc de fond. Et je vais vous montrer en fait celui que j'ai fait sur mon bouquin, hein, qui est composé en fait donc d'un caramel beurre salé. Bon, tout le monde connaît le caramel beurre salé, ça reste toujours super sympa. Classique. Ouais, mais c'est un classique. Hein. C'est un classique qui marche bien, donc. Tac. La deuxième couche hein, qui est un crémeux chocolat au lait au citron vert. Voilà, donc j'appuie bien dessus pour bien faire remonter sur les parois. Et cloc. Et là en fait on fait une petite rosace. Là c'est une crème à quoi? Comment? C'est une crème quoi, chantilly? Alors, et là en fait c'est une crème mousseline. Alors on dit nous crème diplomate. Un jargon de pâtissier. Oui. Une crème diplomate, c'est quoi? C'est une chantilly qui est légèrement améliorée. Il y a un tout petit peu de crème pâtissière, un tout petit peu de gélatine et beaucoup de chantilly et beaucoup de vanille. Que ce soit le classique qu'on appelle ou d'autres donc criblés, on met toujours un petit peu de topping. Okay, que ce soit des noisettes, que ce soit du gruau, que ce soit du citron. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? On met du chocolat, on met pas mal de petites choses dessus. Hein. Que ce soit de la pistache aussi. Là, je mets des petits zestes. Le citron vert, il va surtout servir en fait à avoir une petite pointe en fait d'acidité et d'amertume. Voilà. Et ce qui est très agréable dans ce criblé quoi. Et un peu de couleur aussi au passage. Exactement. Voilà. Alors, généreusement, mais pas trop non plus. On le repose dessus. Alors toujours une face. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'après je mets le chapeau. Ah très cool. Et c'est pas trop amène non plus parce que ça reste quand même du citron vert. C'est quand même très prononcé comme parfum. Et voilà. C'est très beau, on a vraiment envie de le manger. D'ailleurs, se pose la question de comment on le mange. Est-ce qu'on croque dedans? Est-ce qu'on prend des couverts? Alors, il y a différentes façons en fait de le manger. C'est vrai que au bout d'un an, on a eu le temps d'expérimenter en fait le côté de dégustation. Oui. Moi, je conseille toujours en fait de retirer le chapeau, de le manger en premier. Ça fait un petit croquant assez sympa. D'accord. Et ensuite, on le coupe, on le croque de haut en bas. Voilà.
On n'est pas à l'abri d'avoir un petit peu de crème sur les babines. C'est ça aussi en fait, quand on mange un chou, quand on mange, C'est vrai. on s'en met partout. Puis c'est pas gênant, ça reste de la crème, ça reste du sucré, c'est plaisant, c'est gourmand, non, faut le faire. Ça fait partie du jeu. Ouais, exactement. Ok, et du coup j'ai bien envie de jouer. J'ai le droit? Allez, joue. C'est l'heure du goûter? Ah mais là il faut que tu ailles. T'es Allez. obligé de le faire. Je mange. On va quand même parler des bûches de Noël. Eh ben, ça C'est tombe mal bien. de parler la bouche pleine. Je suis dans les cuisines du Gabriel avec toute l'équipe du chef Romain Guyot. Comme vous allez pouvoir le constater, les patrons du Gabriel ont fait le pari de la jeunesse. Je crois que la doyenne ici a 27 ans, donc c'est vous dire. On va aller voir Romain Guyot qui va nous présenter sa recette fétiche, son plat signature. Alors on va faire un pigeon grillé au sarment de vigne, accompagné d'une déclinaison autour de l'oignon jaune, l'oignon rouge, des petites pommes de terre grenaille avec un crumble de graines, donc tournesol, courge et lin. Donc on va accompagner le tout. On est dans les fêtes, on a reçu des belles truffes noires la semaine dernière. Waouh. Donc on va agrémenter. Donc nous on les épluche. Qu'est-ce qu'on Toutes les fait de ces épluchures? Nous on les hache, on les met dans d'autres préparations. Comme ça permet quand on les passe à la mandoline, l'écorce étant dure, en général ça a tendance à partir un peu sur le bord des assiettes. Là ça fait quelque chose de vraiment lisse, Ok. vraiment joli. On les passe pas là en porte-pièce, nous c'est un parti pris parce qu'on estime que le produit il a une forme. Oui. Donc autant, voilà, on l'épluche juste, on utilise des épluchures pour une préparation et ensuite on met des belles lamelles dessus juste au dernier moment. Waouh. Donc voilà. En Le tout cas, pi- c'est chouette parce que donc ça veut dire que rien ne se perd. Ah non, surtout, Surtout pas sur la truffe. sur des produits comme ça, mais c'est pareil, tout ce qui est le pigeon, toutes les carcasses, les ailerons, le cou, ça nous sert à faire le jus qui est là. D'accord. Donc on perd strictement rien. On Le perd jus qui sera strictement servi pour cette recette ou pour Ouais, une autre du non, coup ça c'est notre jus de pigeon que ma sous-chef a fait ce matin. Là on l'a levé, Ok. vraiment, le pigeon est beaucoup plus gros. On lui a retiré la carcasse, le cou, on a enlevé la fourchette ici. Oui. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour le lever derrière. Les cuisses, on les met à confire, on les sale. Et ensuite on va les faire croustiller, on prend une poêle, papier sulfurisé. Ah, papier sulfurisé, Ouais, c'est une petite ouais. astuce ça pour. Au moins pour pas que ça attache elles vont pas coller, on replie. Et là on prend un petit bac avec de l'eau, on va presser un tout petit peu et la peau va croustiller tout doucement. Là on a fait cuire les pommes de terre grenaille, juste ail éteint, du sel bien sûr, avec un départ dans l'eau froide pour pas que la pomme de terre explose. Et là on a les oignons, des morceaux d'oignons rouges et blancs qu'on fait colorer une première fois au beurre pour vraiment donner la coloration. Et ensuite on les mouille avec du jus de pigeon. Donc l'idée c'était de reprendre un peu l'esprit de l'oignon qu'on retrouve dans un poulet le dimanche qui a confit pendant 3 heures, qui est fondant, Ouais. qui est goûteux. Là, c'est plus de la cuisine, c'est de l'art, hein, regardez ça. Il y a une technique à la poêle. Moi, je peux être sûre que j'aurais déjà fait tomber le pigeon. Voilà, comme ça au moins on est sûr que ça colore bien tout le côté. Ça va rester rosé à l'intérieur du coup, Ouais, je il faut suppose. absolument que... Après ça dépend des goûts des gens, il y en a qui vont manger plus ou moins cuit. Mais il faut vraiment qu'il y ait la petite goutte de sang, qu'il y ait vraiment encore du jus qui coule. On a un beau produit qui est un peu spécifique, ils sont étouffés, donc ils gardent tout leur sang et tout leur jus. Voilà, c'est dommage de trop les cuire et que tout ce goût-là et ce jus-là Ouais. soient complètement perdus. Donc là, en fin de cuisson, vous rajoutez de l'ail. On met du beurre, de l'ail, du thym. Ah, mais vous mettez beaucoup de beurre quand même, non? Au Bristol, à Paris, 2 meilleurs ouvriers de France, 2 Normands. Et j'ai des souvenirs en entendant les chefs dire mets du beurre, mets du beurre, mets du beurre. Donc du coup, c'est resté. Ça va nourrir la chair. Ça évite qu'elle se dessèche de trop. Le beurre vient arroser, vient vraiment donner ce côté un peu gras. Ça la sèche pas. Comme quand on fait une volaille chez nous. On met un quart d'heure, mais tous les quarts d'heure, on l'ouvre et on l'arrose avec le jus, le gras de cuisson. Ça fait un croustillant un peu plus la peau, ça amène du goût en plus. Donc voilà, c'est le beurre infusé avec l'ail et le thym. Donc ces 3 éléments vont faire que va y avoir un goût qui va être décuplé sur les pigeons. Voilà, donc là la peau elle est croustillante. Waouh.
Est-ce qu'on a le droit de le manger avec les doigts Ah au oui, restaurant? c'est le but. C'est le but Ah même? ouais, parce que toute cette partie-là, le haut de la cuisse du pigeon, elle est complètement désossée, donc ici il n'y a plus d'os. Ok, On a juste laissé ce petit os-là qui est manchonné ok. pour qu'on ait vraiment ce visuel-là, le visuel vraiment d'une cuisse de pigeon. Et ça, on peut le prendre et le mettre en entier dans la bouche, tirer sur l'os. Il faut que ce soit ludique aussi. Depuis des millions d'années, l'homme mange avec les mains, donc moi je vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre sa cuisse de pigeon, même si on le fait discrètement. Il y a toujours un côté plaisir, enfantin et ouais, retour à l'enfance. Quand on a le pigeon, il a juste passé 3 minutes au four. Maintenant, on va faire une deuxième étape, c'est qu'on va le griller avec les sarments. J'ai 2 pieds lignes chez mon papa, donc je les récupère. Ça, lui, il se débrouille pour en trouver d'autres pour faire les grillades d'été. Et on les prend et on les fait brûler ensuite. Chalumeau, on allume un gros brasier, on pose le pigeon dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop le faire cuire au début parce qu'il y a une autre cuisson derrière. Ouais. Et après, il y a le temps de repos pour que vraiment que la chair s'imprègne de sang, que le jus pénètre bien toutes les chairs. Combien de temps du coup? Là, on va faire 3 plus 3 et on va le laisser 5-6 minutes tranquillement juste au-dessus. D'accord. Et il sera bon à découper, réchauffer sous la salamandre pour refaire croustiller la peau et prêt à dresser pour être mangé. Là, on va le couvrir. Vraiment pas longtemps, sinon le goût de la fumée va prendre le dessus. C'est pour le service du coup du... C'est pour le service. On met le coffre du pigeon à l'intérieur, on allume les sarments, donc on referme. Le service part en salle, va décloche devant le client, donc il présente le pigeon au client. Et vraiment, il a un aperçu avec l'odeur du sarment qui est en train de griller, vraiment à sa table. Que la cuisine était plutôt calme. Je suis très étonnée parce que notamment lors des shows télévisés que l'on peut voir sur les chaînes françaises, en tout cas dans l'imaginaire collectif, les chefs crient. En cuisine, on répond « oui, chef !» C'est toujours une ambiance assez forte et pas forcément une bonne ambiance, j'ai l'impression. Là, c'était calme. On pouvait presque entendre, d'ailleurs on entendait crépiter le pigeon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ces nouvelles maniires de gérer la cuisine? On a une partie avec le coup de feu où il faut vraiment être attentif à tout. Et oui, il y a des annonces qui sont soit faites par le chef ou le sous-chef, où là tout le monde répond oui chef parce que c'est aussi, bon, ça fait partie de l'imaginaire collectif, mais c'est pas dire oui chef pour dire oui chef et dire oui je suis là. C'est vraiment pour que nous on ait un retour et entendre que tout le monde a bien compris l'annonce du bon, que ce soit au gastro ou au bistrot. Pour pouvoir être dans une cuisine, il faut savoir communiquer entre tout le monde et celui qui est aux entrées sait exactement ce qu'il a à faire avec tel bon. Donc après, pendant les coups de feu où il y a vraiment, où on est vraiment au maximum au niveau de l'intensité du service, voilà, il y a un peu plus de bruit, mais il ne faut pas que ça parte à crier dans tous les sens. Après, crier, oui, ça peut arriver parce qu'il faut qu'on veut quelque chose de bien précis. On veut surtout que le client soit content, donc il faut que ça file droit, ça c'est sûr et certain. Vous faites les choses sérieusement, mais on va dire sans stress et avec quand même, je trouve, pas mal d'humilité. Je dis toujours qu'on ne fait que de la cuisine, on ne sauve pas des vies. On est là pour amener du sourire aux gens, qu'ils soient heureux d'être venus, qu'ils soient heureux de manger, d'avoir une belle vue comme celle-ci. Voilà, il faut qu'on se fasse plaisir. Ça fait pas longtemps que je suis dans la boucle. Enfin voilà, j'ai 26 ans, j'ai les pieds sur terre. Donc voilà,
j'estime que l'équipe qui est avec moi, du plongeur jusqu'au chef de cuisine, est tout aussi important. Ça, c'est vraiment ma façon de penser. Je le dis pas juste pour faire joli. C'est vraiment Et ça se sent. C'est vraiment une pensée qui me colle. Et tous ceux qui sont dans la cuisine pensent quasiment exactement pareil. C'est une belle manière de travailler, je trouve. Ça se ressent dans l'assiette. Il faut que ça soit gourmand, rigolo, limite jovial. Il faut qu'on sente que on puisse avoir. Moi, c'est des souvenirs, les viandes avec du jus, des produits à la limite simples. On rajoute de la truffe parce que c'est la saison et c'est les fêtes. Mais voilà, c'est des plats qui peuvent être des fois marquants pour nous-mêmes, même quand on est gamin, qu'on se retrouve avec une cocotte, avec un poulet rôti, des pommes de terre au jus. On retrouve un peu ces saveurs-là de compoté, confit. C'est ce qu'on a voulu retranscrire et c'est la cuisine en tout cas qu'on veut faire. Est-ce que le fait d'être jeune, ça change quelque chose en cuisine? Est-ce que la jeunesse insuffle? Il y a peut-être une façon de voir les choses différentes, il y a peut-être un peu d'insouciance aussi et de partir peut-être un peu plus tête baissée dans certaines choses, prendre les choses vraiment, vraiment à cœur parce qu'on a envie de montrer certaines choses. Mais non, après, moi la rigueur qu'on s'implique, qu'on s'applique au restaurant, elle a été apprise au Bristol avec Monsieur Fréchon, Monsieur Leroy. Voilà, ça nous a vaccinés pour toute une carrière. Donc, oui, parce que du coup, il faut rappeler que vous avez fait vos gammes à Paris, à l'Agapé. Au Bristol, puis à l'Agapé. D'accord. Voilà. Le deal, c'était sortir du lycée, faire un 3 Mac à Paris. Et le 3 Mac a été le... 3 macarons. Ouais, 3 macarons, 3 étoiles. Et ça a été au Bristol dans les cuisines d'Épicure, les cuisines de Monsieur Fréchon, meilleur ouvrier de France, son bras droit meilleur ouvrier de France aussi. Donc quand vous avez 2 bleus, blancs, rouges au pass, voilà, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous savez qu'un plat va sortir à 120, 130, 150 €. Donc il ne faut surtout pas se louper. Donc voilà, toute cette rigueur-là, eh ben, nous on essaye de l'apporter et d'avoir... on ne peut pas recréer la même chose dans cet établissement parce qu'il n'y a pas le même personnel. Nous on était 30 ou 40 au niveau du gastro. Là vous êtes combien? Là nous on est 4 en cuisine pour le moment, ils sont 6 en bas. Donc c'est pas les mêmes effectifs. Voilà. Donc ça fait entre 10-12 personnes en cuisine. Donc c'est une petite équipe à faire tourner quand même tout au long de la semaine. Mais il faut garder les mêmes idées, la même rigueur, la même exigence. Et c'est comme ça qu'on y arrive. De toute façon, il n'y a pas de secret. Je suis avec Sébastien Pignello, chef de la table de Mimizan, qui a créé un dessert très particulier, on dirait pas comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? On dirait un lièvre à la royale. Un peu. Un lièvre à la royale, ouais, c'est pas faux. Alors dis-nous tout. Donc en fait c'est un gâteau, j'appelle ça le chocolat amer. Donc chocolat plus A, plus loin, mer. C'est un gâteau au chocolat aux huîtres. Voilà. Aux huîtres? Voilà. Alors, donc là, si tu peux nous le découper pour... Alors on va pas retrouver l'huître à l'intérieur, hein, vous allez voir. Ouais. En fait, donc il y a un équilibre qui se fait entre les textures et surtout les différentes doses de cacao. Donc on va le couper et on va sortir la tranche ici et ici. Donc on voit deux types de cacao. Donc là on a un cacao à 63% et ici le glaçage est fait avec un 75% amer. Et ici au milieu vient se cacher l'huître. C'est vraiment des huîtres qui sont mixées avec du beurre et je fais un caramel au beurre salé. C'est l'idée qui m'est venue, caramel beurre salé, huître, j'ai remplacé le sel par l'huître. D'accord. Et j'ai intégré ça là-dedans. Alors donc ça paraît facile. Il y a quelques semaines seulement ce dessert j'ai commencé fin août et je l'ai mis à la carte fin septembre. Ça veut dire que tu as travaillé pendant vraiment plusieurs semaines pour arriver à l'équilibre parfait. C'est parti d'un ami à moi qui mangeait pas d'huître et j'avais une entrée avec un sabayon à l'armagnac, donc un petit peu sucré. Et il a goûté, il m'a dit mais pourquoi tu fais pas un dessert avec des huîtres? Et le lendemain j'ai commencé à réfléchir. Donc toi t'aimes bien les challenges? J'adore. Du coup est-ce qu'on peut goûter? Ah ben bien sûr. Avec quoi? Avec une fourchette? Ouais, fourchette. Voyons. Alors je vais te couper un petit morceau ici. Et là, celui-là... En tout cas, c'est une bonne idée aussi pour faire goûter l'huître aux enfants, par exemple. Oui, voilà, oui. Parce que là, il n'y a pas l'aspect. Donc, ce qu'il y a, c'est que si on ne dit pas aux gens qu'il y a de l'huître à l'intérieur, on sent un goût. C'est un goût, le mélange, c'est un goût qu'on n'a jamais eu en bouche. Et le cerveau n'est pas capable de dire c'est de l'huître. C'est très bon. Et en effet, oui, on comprend pas que c'est de l'huître. Non. Mais on voit qu'il y a quelque chose... Tu le comprends, mais c'est ton cerveau qui n'est pas capable de dire
C'est de l'huître parce que l'identifier. le cerveau il n'a pas l'habitude de dire tiens c'est du chocolat avec de l'huître. Lui on n'est pas programmé pour ça. Ouais, Donc on va reprogrammer tout le monde avec c'est ça. hyper réussi. J'adore. Ce qui est intéressant c'est que même le J'ai caramel. envie d'en manger encore un peu Vas-y, plus. vas-y, mange, regarde, il y en a plein. Il y en a plein. Je continue. Ce qui est intéressant c'est que même le caramel tout seul est très très bon. Très surprenant. Voilà. Donc ce dessert, il est à la carte depuis... À la carte du restaurant à la table, ouais, en misant. ouais. Depuis la carte d'automne, je l'ai mis. Et alors, les sans- réactions? Alors les réactions sont unanimes, c'est bon. Ouais. Mais pourquoi? Parce que je marque pas huître dessus. Ah, j'allais te demander, qu'est-ce Voilà. que tu as écrit du coup? Donc le fameux Chocolat amer. chocolat amer, et tu ne décris pas dessous. Voilà, c'est entremets avec chocolat d'origine, etc. Et caramel au beurre iodé. Il est Il n'y malin. a pas marqué d'huître. Je me suis dit que si je marquais huître, je pouvais en faire 4 et j'en avais jusqu'à fin décembre. Donc par contre, quand la personne a commandé le dessert, qu'on lui sert à table, Ouais. elle est donc piégée. Oui. Elle ne peut plus revenir en Non. arrière. Et là, on lui dit, voilà, vous avez de l'huître dedans, Avant qu'elle goûte quand même. avant qu'elle goûte. Ok. Ouais. Alors voilà, ça dépend du client. Voilà. Certains s'en vont. Non, j'y crois pas une seconde. Et au final, c'est le dessert que je vends quasiment le plus au D'accord. resto. Ouais. Chouette. Bah, Surtout que la félicitations. com, c'est en train de se faire autour. Donc, Ouais, il y a un petit buzz autour de cette, Ouais, ouais, cette recette du coup. c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un goût qu'on n'a jamais eu en bouche.